Aujourd'hui, nous allons aborder Blue Ocean Strategy, écrit par W. Chan Kim et René Mauborgne. Blue Ocean Strategy est un livre écrit par W. Chan Kim et René Mauborgne. La finalité de cette synthèse est d'en retenir l'essence même et de pouvoir appliquer les concepts qui en sont issus. Définition d'un océan bleu. Afin d'introduire la notion principale du livre, il faut se poser la question « Qu'est-ce qu'un océan bleu ?» L'un des plus gros risques pour tout business est de se retrouver dans un océan rouge, à savoir avoir à lutter contre une concurrence ardue, déchaînée et exponentielle, entraînant une volatilisation de la marge qui peut être un véritable cauchemar pour un chef d'entreprise, peu importe la taille de son organisation ou son secteur d'activité. L'océan bleu, à contrario, représente un nouveau marché où la concurrence n'existe pas et dans lequel une proposition de valeur novatrice permet de générer des perspectives colossales de croissance tout en étant accompagné d'une demande intelligemment créée. La stratégie de l'océan bleu se décline en leçons, outils et méthodes qu'il faut pouvoir maîtriser pour mettre hors jeu la concurrence dans le but de ne pas la combattre frontalement. Non sans rappeler la couleur du sang, l'océan rouge symbolise les conséquences tragiques de la bataille concurrentielle faisant rage entre les acteurs d'un même marché. L'océan bleu, quant à lui, fait écho à une immensité de possibilités transformables en valeur ajoutée pour une demande à conquérir. Une fois ces notions distinctives assimilées, il est nécessaire de répondre à ces questions. Comment aligner toutes ces activités autour de la stratégie de l'océan bleu ? Comment faut-il procéder pour que son océan bleu ne devienne pas rouge ? Et comment ne pas tomber dans les pièges de l'océan rouge ? Il est nécessaire de comprendre les différents enjeux. L'alignement complet de l'organisation avec cette stratégie, le renouvellement de l'océan bleu, la maîtrise des risques de dérivation, la place de la concurrence par rapport à la réflexion stratégique globale, la mise en forme de sa structure organisationnelle pour conquérir de nouveaux marchés, la créativité stratégique continue et systématique, la conception et l'exécution de la stratégie dans une logique d'accompagnement au changement, la méthodologie créatrice de stratégie, l'obligatoire différenciation par l'apport de nouvelles solutions, l'influence de l'opinion publique liée à une propagation de l'information virtuelle, le décalage géographique de la future demande et la possibilité de devenir un acteur global beaucoup plus rapidement et facilement. Nous reviendrons sur chacun de ces points dans cette synthèse. Qu'est-ce que la stratégie de l'océan bleu ? Pour expliquer cette notion, voici un exemple concret. Il s'agit du Cirque du Soleil. En effet, l'entreprise canadienne de divertissement artistique a révolutionné l'industrie du cirque. Les acteurs de ce marché s'affrontaient dans un océan rouge où la stratégie utilisée était la surenchère des moyens et ressources, animaux exotiques, intermittents célèbres, etc., et la domination par les coûts. Baisse des prix des places. Le Cirque du Soleil a choisi de ne pas combattre la concurrence sur leur terrain, mais de changer les règles d'une industrie vieillissante et déclinante pour en créer une nouvelle. En changeant de stratégie et en évinçant ainsi ce qui faisait la force des cirques traditionnels, il a reconfiguré le cirque en un spectacle mature dans le but de modifier son cœur de cible et de leur adresser une proposition de valeur cohérente et novatrice. Exit les animaux sauvages et les clowns pour enfants. Le Cirque du Soleil s'adresse aux adultes avec des spectacles acrobatiques, dansés et rythmés, où sont dépeints des fables et histoires. Les résultats sont sans équivoque. Le Cirque du Soleil a créé un nouveau marché, une nouvelle demande, et a totalement annihilé la concurrence. Il a alors pris totalement la liberté de réaliser une marge très importante sur la vente des billets, de très loin supérieure à celle réalisée par les acteurs de l'océan rouge. Après avoir utilisé cet exemple pour appréhender encore un peu mieux le concept, il faut maintenant comprendre que cette stratégie n'est que poudre aux yeux si elle ne s'accompagne pas d'un cadre et d'outils pratiques pour la mettre en place. La stratégie de l'océan bleu ne s'apparente pas à du one-shot. C'est justement tout le contraire. Cette stratégie se doit d'évoluer en permanence et doit être considérée par le business leader comme un ensemble de valeurs et de principes que son entreprise devra adopter et répéter encore et encore. L'essence même de l'océan rouge se caractérise par la stratégie militaire. Le concept est simple. Un ennemi se tient devant vous, prêt à vous anéantir pour récupérer vos terres.
Des plans sont alors imaginés pour transformer le champ de bataille en une mare de leur sang. La vision de cette stratégie est uniquement basée sur la lutte contre ses adversaires pour gagner des parts de marché. L'océan bleu, quant à lui, permet à une entreprise de laisser les acteurs d'un marché s'entretuer, en substituant l'existant par la création d'une valeur nouvelle, générant des profits librement. Attaquer un marché avec une offre identique que la concurrence équivaut à se mettre une balle dans le pied. On va devoir combattre par les prix et donc voir ses profits diminuer toujours plus. Pourquoi ne prendre qu'une part quand on peut manger le gâteau en entier ? Pour créer un océan bleu, le businessman doit prendre des décisions stratégiques, tournées vers la création d'une offre unique et novatrice. Un océan bleu ne s'incrémente pas à une période ou à un secteur d'activité en particulier. La règle essentielle à assimiler reste simple. L'innovation au service de la création de valeur est la base de la stratégie. Le piège principal à ne pas commettre est de ne pas utiliser la concurrence comme moteur de votre stratégie. C'est l'innovation de valeur qu'il faut domestiquer et utiliser. Le but est clair. Rendre la concurrence inexistante et inoffensive avec une valeur que les autres ne possèdent pas. Par là même, vous créez un nouveau marché. L'océan bleu mêle différenciation et diminution des coûts simultanément. Reprenons l'exemple du Cirque du Soleil, qui supprime les éléments les plus coûteux de son industrie, comme les animaux notamment, pour les remplacer par une offre nouvelle. L'analyse des besoins des consommateurs est stratégique car elle permet d'identifier les nouvelles cibles qui vous permettront de lancer de nouveaux concepts. Ainsi, vous obtiendrez votre océan bleu. N'oubliez pas de renouveler votre offre régulièrement et systématiquement. Vous allez baisser vos coûts en augmentant la valeur pour vos clients grâce à votre degré d'innovation. Cette innovation de valeur stratégique n'est pas opérationnelle ou fonctionnelle. En quelques mots, l'océan bleu est un marché sans concurrence, puisqu'il conduit à l'annihiler complètement, qui crée une nouvelle demande en supprimant la migration des coûts et en jouant sur la différenciation et l'utilisation de moyens low cost. Des outils et des matrices analytiques optimisant la compréhension de la stratégie et sa formalisation. Sans outils analytiques, n'importe quelle stratégie business n'est pas applicable concrètement. La stratégie de l'océan bleu a pour but de réduire les risques, non pas d'en créer. Les différents outils à utiliser. Premier outil qui est aussi l'outil de base, le Canva. Il a deux utilités dans notre démarche. Comprendre le marché existant et les caractéristiques liées aux concurrents et à leurs offres. En d'autres termes, il s'agit de comprendre sur quelles variables ils se battent. Permettre de transformer la variable concurrence en alternative industrielle et la variable clientèle existante en nouveaux besoins à satisfaire. Pour cela, il faut redéfinir les problématiques sur lesquelles se battent les concurrents du marché, ne pas choisir entre création de valeur et diminution des coûts, faire les deux. Et enfin, reposer les questions existentielles qui vont changer le cours de la courbe du marché. Deuxième outil, la matrice des 4 actions. Elle a pour objectif de reconstruire la proposition de valeur faite au client en réinventant la courbe de valeur. Vous devez vous poser ces 4 questions. Quels facteurs que l'industrie prend pour acquis devraient être éliminés ? Quels facteurs devraient être rabaissés en dessous du niveau du marché ? Quels facteurs devraient être placés bien au-dessus du niveau du marché ? Quels facteurs jusque-là négligés doivent être créés ? Troisième outil, la matrice ERAC. Éliminer, réduire, augmenter, créer, en se concentrant sur les variables du marché. Éliminer les variables qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Réduire, supprimer, réduire, simplifier les variables qui n'ont pas de valeur perçue pour le client ou qu'il n'estime pas nécessaire. Augmenter ce qui a de la valeur perçue pour le client, mais qui n'est pas assez développé ou qui peut être amélioré. Créer. Ajouter de la valeur perçue qui n'existe pas encore dans les produits. Vous devez retenir qu'une bonne stratégie se distingue par 3 caractéristiques. Une focalisation totale, une divergence face à la concurrence et un slogan percutant, aspect purement commercial.
Les principes à ne pas oublier. La stratégie de l'océan bleu impose de se positionner en gagnant dès son lancement sur un marché. Si vous vous retrouvez piégé dans l'océan rouge, c'est que vous avez basé toute votre stratégie selon la concurrence du marché existant. Quand vous voulez créer de la valeur, ne vous focalisez pas uniquement sur ce que vous devez augmenter ou créer par rapport au marché existant, mais aussi sur ce que vous devez réduire et supprimer. L'objectif est d'équilibrer les coûts engendrés et continuer son développement dans une stratégie à bas coût. Prenez en compte les contradictions stratégiques issues de vos études et analyses. Votre business doit avoir une mentalité claire de développement en interne. Comment redessiner les frontières entre les marchés grâce aux 6 pistes? 1. Prenez en compte les industries alternatives, c'est-à-dire pas uniquement les industries dans lesquelles on retrouve vos concurrents, mais également les offres alternatives de votre industrie. 2. Prenez en compte les groupes stratégiques de votre industrie. Ce sont l'ensemble des entreprises qui poursuivent la même stratégie dans la même industrie. Pensez en dehors de la logique ambiante et essayez de comprendre quels facteurs poussent les consommateurs à acheter chez l'un plutôt que chez l'autre. Et surtout, saisissez cette opportunité. 3. Prenez en compte la chaîne des consommateurs, à savoir les acheteurs impliqués directement ou indirectement dans l'acte d'achat, les influenceurs. 4. Prenez en compte la complémentarité entre le produit et les services associés potentiels que vous souhaitez utiliser. 5. Prenez en compte et analysez l'attrait rationnel ou émotionnel du consommateur par rapport à votre proposition de valeur. 6. Prenez en compte la notion de temps, à savoir les caractéristiques économiques, industrielles, politiques et financières de l'environnement de votre industrie globale qui pourront impacter votre marché. Donnez la priorité aux questions de fond, pas aux chiffres, avec l'aide des 4 étapes de la visualisation stratégique. Étape 1. Concentrez-vous sur la dimension globale. Visualisez votre stratégie actuelle et vos futures stratégies que vous devez incrémenter à moyen terme. Étape 2. Dessinez votre canevas avec les éléments suivants. Où et comment votre stratégie doit-elle changer? Définissez les avantages distinctifs de votre offre ou les produits alternatifs envisageables. Comment votre stratégie répond-elle à une problématique industrielle? Comparez l'avant et l'après de votre profil stratégique. Étape 3. Imaginez votre stratégie dans une optique corporate. À l'aide du canevas ou avec la matrice PMS, pionnier, migrateur, colon. Les pionniers sont des produits qui offrent une valeur sans précédent, un potentiel de croissance et des bénéfices élevés. Ils ne sont pas du tout comme ceux de la concurrence. Ils n'ont pas vraiment de concurrence réelle et se situent sur un marché pour eux-mêmes. Les migrateurs sont des produits et services qui ont de la valeur mais ne sont pas innovants. Ces produits sont situés à la frontière entre les océans rouges et bleus et peuvent avoir un potentiel de croissance et des bénéfices si des changements sont apportés. Les colons sont des produits et services qui respectent les normes de l'industrie. Ils ne sont pas innovants et ne divergent pas de la concurrence. Ils ont généralement peu ou pas de potentiel de croissance ni de bénéfices. Ils font face à une diminution régulière du nombre de clients. C'est l'océan rouge. La plupart des produits sur le marché tombent aujourd'hui dans cette catégorie. Étape 4. Surpasser les limites de la planification stratégique. Comment viser au-delà de la demande existante? Pour ce faire, les auteurs classifient les non-clients en 3 niveaux. Il y a effectivement 3 rangs de non-clients. Premier niveau, non-clients bientôt clients. Deuxième niveau, les non-clients anti. Troisième niveau, non-clients non explorés. Il est important de se rappeler que le fait que quelqu'un ne soit pas votre client ne signifie pas qu'il ne peut pas vous amener à des clients non captés. Les gens en général peuvent influencer votre marque indépendamment de leurs affiliations personnelles ou de leur alliance avec vous. Il est maintenant plus important que jamais d'influencer de telles connexions en vous construisant comme une influence solide dans votre industrie. La stratégie de l'océan bleu montre à quel point tout le monde est si occupé à courir après ses clients dans l'océan rouge, alors que l'accent devrait être mis sur des marchés d'influence inexploités. La question à vous poser, quelle est la portée de votre marketing et de votre influence?
bien réussir votre séquencement stratégique. Vous devez vous pencher sur 4 éléments définis dans un ordre précis grâce à l'index des idées de l'océan bleu. La séquence commence avec l'utilité de l'acheteur, suivie par le prix, le coût et l'adoption. Votre idée offre-t-elle une utilité incroyable au consommateur? Si oui, continuez, sinon, repensez. Les auteurs articulent la séquence stratégique de la stratégie de l'océan bleu à une idée commercialement viable. Le point de départ est l'utilité de l'acheteur. Est-ce que votre offre débloque une utilité exceptionnelle? Existe-t-il une raison impérieuse pour que la masse des gens l'achètent? À défaut, il n'y a pas de potentiel océanique bleu pour commencer. Ici, il n'y a que 2 options. Gardez l'idée ou repensez-la jusqu'à ce que vous atteigniez une réponse affirmative. Votre prix est-il abordable pour la plupart des acheteurs? Si oui, continuez. Sinon, repensez. La deuxième étape consiste à définir le bon prix stratégique. La question clé ici est la suivante. Votre offre est-elle calculée pour attirer la masse d'acheteurs ciblés, de sorte qu'ils aient une capacité irrésistible à payer pour votre offre? Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent pas l'acheter. L'offre ne créera pas non plus un buzz irrésistible sur le marché. Ces 2 premières étapes traitent du côté des revenus du modèle d'affaires d'une entreprise. Ils veillent à ce que vous créiez un bond dans la valeur nette de l'acheteur. Pouvez-vous limiter vos coûts pour réaliser des profits par rapport à votre prix stratégique? Si oui, continuez, sinon, repensez. Pour sécuriser les profits, vous devez évaluer le 3e élément, le coût. La question clé ici est: pouvez-vous produire votre offre au coût cible et gagner encore une marge bénéficiaire saine? Vous ne devriez pas laisser les coûts imposer les prix. Vous ne devriez pas non plus réduire l'utilité parce que les coûts élevés bloquent votre capacité à réaliser des profits au prix de la stratégie. Lorsque le coût cible ne peut pas être atteint, vous devez renoncer à l'idée car l'océan bleu ne sera pas rentable. Vous devez adapter votre business model pour atteindre le coût cible. Avez-vous des barrières d'actualisation dans le temps? Si oui, continuez, sinon, repensez. La dernière étape de la séquence consiste à aborder les obstacles à la mise en place. Quels sont les obstacles pour adopter votre idée? Avez-vous abordé ces questions à l'avance? La stratégie de l'océan bleu n'est complète que lorsque vous pouvez vous attaquer aux obstacles dès le début pour assurer l'actualisation réussie de votre idée dans le temps. Comment exécuter la stratégie de l'océan bleu? Il y a plusieurs questions à se poser pour mettre en place cette fameuse stratégie. Comment vaincre les grands obstacles internes à l'aide d'un management par le point de bascule et aux éléments déclencheurs à fort impact? Après avoir développé une stratégie d'océan bleu pour un business model rentable, il vous faut maintenant l'implémenter afin de relever le défi de l'entreprise, à savoir mettre en œuvre et pouvoir trouver des limites à la stratégie. Il y a généralement 3 grands obstacles à surmonter. Cognitif. Sensibilisez vos employés au fait qu'un changement important de stratégie est nécessaire. La concurrence dans un océan rouge n'est peut-être pas la bonne voie pour la future croissance, mais elle devrait être compréhensible et confortable pour la plupart des gens au sein de l'organisation. Ressources limitées. Plus les obstacles sont importants, plus les ressources sont nécessaires. Prenez en compte que, dans la plupart des entreprises, les employés sont déjà pleinement occupés dans l'exécution du travail quotidien de la gestion de l'entreprise. Motivation. Comment incitez-vous les acteurs clés de votre entreprise à agir rapidement et avec persévérance? Les employés accusent souvent la société de tous les problèmes qui existent. À vous de savoir les motiver et les fidéliser. Le point de basculement va alors être atteint. Il s'agit du point qui, dans toute organisation, provoquera un changement fondamental très rapidement. Une fois les valeurs et l'implication d'un certain nombre de personnes engagées, le processus de changement d'une nouvelle idée se répandra rapidement. La théorie du leadership des points de basculement suggère que ce type de mouvement ne peut être défendu que par des agents qui font appel à des changements qui sont indiscutables. Ils savent où concentrer leurs ressources et obtiennent l'engagement des acteurs clés de l'organisation. Ils sont aussi capables d'apaiser ou faire taire les opposants locaux. L'obstacle cognitif
et l'idée que la bataille la plus difficile consiste simplement à amener les gens à s'entendre sur les causes des problèmes actuels et le besoin de changement. Les organisations peuvent faire face à ce problème en mettant les personnes qui ne veulent pas de changement ou qui ne ressentent pas le besoin de changement face au problème afin qu'elles ne puissent pas l'ignorer. Il est aussi important de prendre en considération ces deux notions importantes. Vous pouvez diviser vos activités en deux points, les points chauds et les points froids. Les points chauds sont des activités qui ont un faible apport de ressources, mais des gains de performance potentiels élevés. Les points froids sont des activités qui nécessitent des ressources importantes, mais une faible performance. Entourez-vous des kingpins. Ce sont des influenceurs clés dans l'organisation. Ils sont très souvent employés avec un leadership naturel. Ils sont bien respectés et ont la capacité de persuader les autres. Mais attention, ce sont eux qui peuvent débloquer l'accès aux ressources clés, mais aussi en bloquer l'accès. Comment intégrer l'exécution à l'élaboration stratégique avec les 3 principes du management équitable? Il y a 3 éléments qui définissent le processus équitable: l'engagement, l'explication et la clarification des attentes. Que les gens soient des cadres supérieurs ou des employés d'atelier, ils se tournent tous vers ces éléments. L'engagement est l'implication des individus dans les décisions stratégiques qui les concernent, en leur demandant leur avis et en leur permettant de s'accaparer les mérites des idées et des hypothèses. L'engagement doit reposer sur le respect de la direction envers les individus et leurs idées. L'explication signifie que toutes les personnes impliquées et affectées doivent comprendre pourquoi les décisions stratégiques finales sont prises telles qu'elles sont. Les explications rendent les gens confiants car ils sont satisfaits du fait que les gestionnaires aient pris en considération leurs opinions et que les décisions aient été prises de façon impartiale dans l'intérêt général de l'entreprise. Une explication permet aux employés de faire confiance aux intentions de la direction, même si leurs propres idées ont été rejetées. La clarification des attentes exige de la direction une énonciation claire des nouvelles règles du jeu. Même si les attentes peuvent être exigeantes, les employés doivent savoir à l'avance quelles seront les normes qui seront jugées et les pénalités en cas d'échec. Ils doivent avoir en tête les objectifs de la nouvelle stratégie, les nouvelles cibles et les nouveaux jalons, et qui est responsable de quoi. Lorsque les gens comprennent clairement ce que l'on attend d'eux, ils peuvent se concentrer sur l'exécution de la stratégie rapidement. Notez qu'un processus équitable n'est pas une décision prise suite à des consensus. Un processus juste ne vise pas à atteindre l'harmonie ou à gagner le soutien des gens par des compromis qui tiennent compte de tous les avis, besoins ou intérêts de chacun. Un processus équitable n'est pas la même chose qu'une démocratie sur le lieu de travail. L'atteinte d'un processus équitable ne signifie pas que les dirigeants perdent leur privilège de prendre des décisions et d'établir des politiques et des procédures. Un processus équitable recherche les meilleures idées et fait en sorte qu'elles soient mises en avant. Comment aligner la valeur, la rentabilité et les propositions? Comment les organisations qui appliquent les stratégies de l'Océan Bleu s'assurent-elles que la valeur, le profit et les personnes sont parfaitement alignés lorsque différents cadres sont responsables de chacun de ces domaines? Pour réussir un mouvement stratégique en faveur de l'Océan Bleu, les principaux dirigeants d'une organisation doivent assumer la responsabilité et assurer l'alignement stratégique. En règle générale, les cadres ayant un fort attrait fonctionnel ne peuvent pas remplir ce rôle important, car ils ont tendance à se concentrer sur l'une plutôt que sur l'ensemble des 3 propositions de stratégie. Il est impératif que les cadres supérieurs élaborent des propositions de stratégie parfaitement alignées, les communiquent efficacement aux gestionnaires dans des domaines fonctionnels, avec des responsabilités et des attentes claires. Pour assurer une stratégie globale performante et durable, il faut que vous définissiez et atteigniez efficacement les objectifs stratégiques dans chaque domaine fonctionnel, conformément aux propositions stratégiques. Lorsque les dirigeants développent une stratégie d'entreprise, ils commencent presque toujours par analyser l'industrie ou les conditions environnementales dans lesquelles ils opèrent. Ils évaluent ensuite les forces et les faiblesses des acteurs contre lesquels ils sont confrontés. Avec ces analyses sectorielles et compétitives à l'esprit,
Ils cherchent à se tailler une position stratégique distinctive où ils peuvent surpasser leurs rivaux en se construisant un avantage concurrentiel. Pour obtenir un tel avantage, une entreprise choisit généralement de se différencier de la concurrence avec un prix supérieur ou de maintenir des coûts bas. L'organisation aligne sa chaîne de valeur en conséquence, créant des stratégies de fabrication, de marketing et de ressources humaines dans le processus. Sur la base de ces stratégies, des objectifs financiers et des allocations budgétaires sont fixés. La logique sous-jacente ici est que les options stratégiques d'une entreprise sont limitées par l'environnement. En d'autres termes, la structure forme la stratégie. Selon elle, la performance d'une entreprise dépend de sa conduite, qui elle-même dépend de sa structure de base telle que le nombre de fournisseurs, d'acheteurs et des barrières à l'entrée. Cependant, même une étude sommaire de l'histoire du business mondial révèle de nombreux cas dans lesquels les stratégies des entreprises ont façonné la structure de l'industrie. La stratégie de l'océan bleu reflète le fait que la performance d'une entreprise n'est pas nécessairement déterminée par l'environnement concurrentiel d'une industrie. Le cadre stratégique de l'océan bleu peut aider les entreprises à reconstruire systématiquement leurs industries et inverser la séquence structure-stratégie en leur faveur. Si l'approche structuraliste est utile et pertinente, l'approche par la stratégie de l'océan bleu est plus appropriée dans certains contextes économiques et industriels. En effet, les difficultés économiques d'aujourd'hui ont accentué la nécessité de développer une stratégie alternative. La première tâche de la direction d'une entreprise est donc de choisir l'approche stratégique appropriée, en faisant attention à garder en tête les défis auxquels la société doit faire face. Choisir la bonne approche, cependant, ne suffit pas. Les business leaders doivent ensuite veiller à ce que leurs entreprises soient alignées derrière eux pour produire une performance durable. Comment renouveler perpétuellement son océan bleu ? La création d'océans bleus n'est pas une réalisation statique, mais un processus dynamique. Une fois qu'une entreprise crée un océan bleu et que ses conséquences sont connues, tôt ou tard, des imitateurs vont apparaître. Néanmoins, vous aurez toujours une longueur d'avance, du fait qu'une stratégie de l'océan bleu entraîne des obstacles considérables à l'imitation. La première barrière est souvent cognitive. Les concurrents sont souvent empêchés d'imiter simplement en raison de conflits d'image de marque, où la stratégie de l'océan bleu ne correspond pas à la logique stratégique conventionnelle. Le deuxième obstacle est organisationnel. En effet, le copiage oblige souvent les entreprises à apporter des changements substantiels à leurs pratiques commerciales existantes. La politique intervient souvent, retardant pendant des années l'engagement d'une entreprise à imiter une stratégie de l'océan bleu. Le troisième obstacle comprend les forces économiques des océans bleus. Le volume élevé généré par une innovation de valeur conduit à des avantages de coût rapides, ce qui place les imitateurs potentiels en queue de peloton. Astuce. Ce que vous devez faire pour défendre vos océans bleus est de bloquer les nouveaux venus sur le marché que vous avez créés le plus longtemps possible. Il vous faut aussi augmenter ces barrières avec une amélioration constante de votre stratégie initiale de valeur, de profit et de personnes. Comment éviter les 10 pièges de l'océan rouge ? Piège 1. Mettre l'accent sur vos clients existants. Pour créer de nouveaux marchés, pensez à vos non-clients et demandez-leur pourquoi ils ne défendent pas votre industrie. Un stratège de l'océan bleu reconstruit les frontières du marché non pas en regardant les clients existants, mais en explorant les non-clients. C'est pourquoi l'analyse et la compréhension des 3 niveaux de non-clients sont des composantes essentielles de la stratégie de l'océan bleu. Lorsque les entreprises supposent à tort que la stratégie de l'océan bleu est axée sur le client, elles se concentrent sur ce qu'elles ont toujours mis en avant, à savoir comment rendre les clients encore plus heureux. Piège 2. Pensez que vous devez vous aventurer au-delà de votre cœur de métier pour créer des océans bleus. Ils sont souvent beaucoup plus proches que vous ne le pensez. Les organisations doivent s'aventurer dans des industries en dehors de leur cœur d'activité pour créer un océan bleu. Mais ils peuvent tout aussi bien être créés au milieu des activités de base existantes d'une entreprise. Tous viennent de l'intérieur et non au-delà,
des océans rouges, des industries existantes, ce qui remet en question l'idée que de nouveaux marchés se trouvent dans des sphères éloignées. Lorsque les entreprises croient, à tort, qu'elles doivent s'aventurer au-delà de leur cœur de métier, elles hésitent à s'aventurer au-delà de l'océan rouge ou à se tourner vers d'autres industries qui ne reposent pas sur leurs connaissances, compétences. Piège 3. Voir la création de marchés comme synonyme de technologie révolutionnaire. Ça n'est pas le cas. Pour débloquer un nouveau marché commercialement attrayant, concentrez-vous sur l'innovation de valeur. Un mouvement stratégique de l'océan bleu ne concerne pas l'innovation technologique en soi. Lorsque la technologie est en jeu, il est essentiel de la relier à la valeur. L'innovation de valeur et non l'innovation technologique ouvre de nouveaux marchés attrayants sur le plan commercial. Piège 4. Pensez que vous devez être le premier à commercialiser pour débloquer un océan bleu. Ce que vous devez, c'est d'abord faire les choses en reliant l'innovation à la valeur. Bien que la vitesse soit importante, si vous vous fiez à la vitesse seule, cela ne débloquera pas un océan bleu. Pour éviter ce piège, aucune entreprise ne devrait se reposer sur ses lauriers tant qu'elle n'aura pas atteint l'innovation de valeur. Piège 5. Équation de la création de marché avec différenciation. Pour créer un nouvel espace de marché, privilégiez la différenciation et le low cost simultanément. Contrairement à la stratégie concurrentielle traditionnelle, la stratégie de l'océan bleu consiste à rompre le compromis valeur-coût pour ouvrir un nouvel espace de marché. Piège 6. Voir les bas prix comme la clé pour créer de nouveaux marchés. Au lieu de penser à des prix stratégiques pour développer la demande et capturer les non-clients de votre industrie. Un mouvement stratégie de l'océan bleu capture la masse des acheteurs cibles grâce à des prix stratégiques et non à faible coût. La clé n'est pas de poursuivre les prix contre la concurrence au sein d'une industrie, mais contre les substituts qui capturent actuellement les non-clients de votre industrie. Un mouvement stratégique de l'océan bleu capture la masse des acheteurs cibles grâce à des prix stratégiques et non à faible coût. La clé n'est pas de poursuivre les prix contre la concurrence au sein d'une industrie, mais contre les substituts qui capturent actuellement les non-clients de votre industrie. L'utilisation de prix stratégiques peut être créée à l'extrémité supérieure, à l'extrémité inférieure ou dans la moyenne d'un marché. Piège 7. Équation de la création de marché avec l'innovation. L'innovation de valeur, et non l'innovation en tant que telle, est la clé pour ouvrir un nouvel espace de marché. Contrairement à la stratégie de l'océan bleu, l'innovation est un concept très large, basé sur une idée originale et utile. Piège 8. Voir les stratégies créatrices de marché comme des approches marketing et des stratégies de niche. Au lieu de cela, recherchez les points communs clés parmi les groupes de clients et complétez votre proposition de valeur avec une forte proposition de bénéfices et de personnes pour l'exécution. Le succès durable ne peut être atteint que lorsque la proposition de valeur de l'océan bleu d'une entreprise est soutenue par les principales parties prenantes impliquées dans son exécution et est complétée par de fortes prévisions de bénéfices. Alors que le marketing met l'accent sur une segmentation plus fine pour capturer efficacement les marchés de niche, la stratégie de l'océan bleu se concentre sur les points communs clés entre les groupes d'acheteurs. Lorsque les praticiens confondent les deux, ils recherchent les différences de clients pour les marchés de niche, plutôt que les points communs qui traversent les groupes d'acheteurs à la recherche des océans bleus de la nouvelle demande. Piège 9. Voir la concurrence comme une mauvaise chose. C'est lorsque les conditions structurelles agissent contre vous que les stratégies créatrices de marché deviennent indispensables. La stratégie de l'océan bleu ne considère pas la concurrence comme étant toujours bonne ou mauvaise. Lorsque l'offre dépasse la demande, l'intensité de la concurrence tend à avoir des effets néfastes sur la croissance rentable. En effet, de plus en plus de firmes se battent pour conquérir des clients, provoquant une forte pression sur les prix, des marges minces et un ralentissement de la croissance. Bien qu'il soit important de comprendre comment être compétitif dans l'espace de marché existant, la stratégie de l'océan bleu aborde le défi crucial de savoir comment redéfinir les frontières de l'industrie lorsque les conditions structurelles sont contre vous. Piège 10.
voir les stratégies de création de marché comme synonymes de destruction ou de perturbation créative. Elles impliquent souvent une création non destructive, parce qu'elles offrent des solutions là où elles n'existaient pas auparavant. La destruction créative se produit lorsqu'une innovation perturbe un marché existant en déplaçant une technologie antérieure ou un produit, service existant. Le mot déplacement est important ici car sans déplacement, la perturbation ne se produirait pas. Cependant, contrairement à la perturbation, la stratégie de l'océan bleu est un concept plus large qui va au-delà de la destruction créative pour embrasser la création non destructive. Pour réussir à créer de nouveaux marchés et mettre en pratique les idées et les méthodologies de la stratégie de l'océan bleu, vous devez avoir une bonne compréhension non seulement de ses composantes, mais aussi des hypothèses qui se cachent derrière les pièges de l'océan rouge. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous approcher un peu plus de la réalisation de votre objectif ultime, à savoir débloquer les marchés commerciaux de demain. Plan d'action. Lancez-vous dans la création de votre océan bleu. Stratégie. Votre offre est-elle d'une utilité sans pareille? Quelles sont les raisons valables pour l'acheter? Votre prix est-il clairement à la portée de tous? La structure de vos coûts permet-elle d'atteindre votre coût cible? Avez-vous affronté les obstacles liés à l'adoption? Point de bascule. Quels sont les éléments qui vont vous aider à rompre avec les pratiques habituelles, tout en tirant le maximum des ressources disponibles et en incitant les acteurs clés à s'orienter, de façon dynamique, vers le changement et à renverser les obstacles engendrés par les luttes de pouvoir? Analysez les obstacles des ressources limitées. Quelle activité a le plus grand impact sur vos résultats malgré le peu de ressources affectées? Quelle activité monopolise une grosse partie de vos ressources, mais a un faible impact sur vos résultats? Analysez les obstacles à la motivation. Comment allez-vous motiver l'ensemble des salariés? Vous contentez-vous d'exiger des performances de votre équipe ou de vous-même? Présentez-vous des visions globales ou fractionnez-vous le problème pour que l'on puisse s'y attaquer à tous les niveaux? Analysez l'obstacle des luttes de pouvoir internes. Qui va naturellement se rallier à vous? Qui a le plus à gagner en cas de changement de stratégie? Avez-vous des alliés internes? Qui va vous poser des problèmes? Qui aurait le plus à perdre si vous changiez de stratégie? En répondant à toutes ces questions, vous pourrez vous constituer un océan bleu stratégique pour un business gagnant. Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé